Bonjour à tous, bienvenue à Matin Bonheur, votre matinale, le rendez-vous de la bonne humeur, de la positivité. Et cela commence par tout ce que nous avons ici comme contenu et surtout par Matin Marcelin Govoy. Vous voyez comment Marcelin il est Bonheur. tout mignon ce matin. C'est vrai. Vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous d'être en notre compagnie, de nous faire le grand honneur d'être avec nous pour le réveil en ce jeudi 5 avril 2018. Jeudi 5 avril, nous sommes dans le mois d'avril, hein, ici c'est un très beau mois. C'est le mois par excellence. Demain, c'est la Sainte Marcelin. Ah, ouais, voilà, franchement, ouais, un grand prénom quand même, un grand prénom, un des prénoms les plus glamour qu'il soit. En tout cas, au niveau glamour, je ne sais pas si on en aura dans cette émission, mais l'idée c'est de faire en sorte que vous puissiez passer un très très bon réveil. Et puis, si on commençait, comme on en a l'habitude, par la découverte de nouveaux jours, de nouveaux soleils, de nouveaux vents, de nouveaux pays, pour ceux peut-être qui ne connaisseraient pas l'Espagne et surtout l'Andalousie. On y va. C'est joli, forte civilisation. Où on retrouve la tradition, le modernisme. En tout cas, ça donne envie. Ça donne envie. D'aller faire un tour là-bas, Marco. Ça donne envie. Dites seulement un mot et vous aurez le billet. Vous savez par qui? Mot. Par? Mot. Un mot. Et vous aurez le billet. Par qui de droit? Vous voulez que je dise son nom à l'antenne? Marcelin Govoy, bien sûr. Allez! La suite, Nessie, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Effectivement, Marco, on a vu dans la vidéo, ça chantait, ça dansait. Et mais là, c'est le moment de bouger un tout petit peu le corps, mais à travers la gym. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. On est encore là ce matin pour vous faire transpirer, toujours avec du cardio aujourd'hui, accompagné de Flora à ma gauche, de Rosemary à ma droite. Donc si vous êtes prêts, on part directement pour un peu d'échauffement. Regardez, on fait des step touch. 1, 2, 3, 4 encore, 1, 2, 3, 4 encore, 1, 2, 3, 4 encore, 1, 2, 3, 4, plus bas, 1, 2, 3, 4, encore, 1, 2, 3, 4, encore, 1, 2, 3, 4, encore, 1, 2, 3, 4, dernier, 1, 2, 3, et 4 talons fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On engage les bras. 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient à la step touch. Encore, on souffle un peu. Allez, respirez, respirez, respirez. On souffle, on souffle, on souffle. On va partir coup de genou. D'accord? On tend les bras. Là, on monte la jambe 20 fois. Go! 1, 2, 3. Puis on varie. Allez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. La sangle abdominale est bien gainée. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change. Allez. 3, 2, 1. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors on repart toujours en mouvement. Allez, les step touch. Toujours, 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 toujours. Allez, on souffle un peu. On va travailler un peu notre taille. Regardez, on met la main à la hanche là. On ouvre la jambe droite, on lève le bras, on remonte là. Allez, le coude et le genou se croisent, d'accord? On va faire 20. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Plusieurs rythmes. 6, 7, super. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change. Allez. Même procédé, bras bien tendus. On ouvre la jambe gauche. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On repart encore une dernière fois. Jambe droite. Allez, courageuse Marie. Allez. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque la jambe redescend, c'est la pointe du pied qui touche le sol. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. On repart une dernière fois. Côté gauche. Allez, toujours. La pointe du pied. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, septage toujours. On reste en mouvement. Voilà, regardez. On part de plus en plus lentement. On reprend notre souffle. Allez, on respire tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous. Rendez-vous demain. Allez, ciao. Merci coach Fabio Capello, c'est un plaisir d'être en votre compagnie. J'espère que vous restituez chez vous tous ces mouvements. On aimerait saluer comme ça toute la diaspora et tous ceux qui nous regardent le matin. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire de cette émission l'une des plus suivies de la chaîne d'Afrique de l'Ouest et nous en sommes très très honorés. Voilà, et nous parlons chiffres à l'appui. Il va falloir qu'on communique un jour les chiffres pour montrer un peu que vraiment nous sommes suivis malgré parfois, c'est pas évident, hein, très tôt le matin comme ça, mais bon, vous vous levez pour nous suivre et vous êtes des trésors, des amours. Au nom de toute la rédaction en chef, j'aimerais vous dire du fond du cœur merci. Soro Félicité réalise cette émission avec toute une équipe vaillante et dynamique. Et dans le groupe donc, des opérateurs de vue ce jeudi, il y a mes deux amis en particulier, Germain et Crépin. Je vais vous expliquer après pourquoi. Alors, ici. Qu'est-ce qu'on a pour la suite de cette émission? Alors, pour la suite, Marco, on va le regarder dans l'assiette des téléspectateurs. On va manger. Effectivement, nous font le plaisir de photographier leur petit déjeuner et nous les faire parvenir. Et nous, on va les montrer aux autres, voilà, pour leur donner envie, pourquoi pas, de nous ramener la nourriture ici. Petit-déj. Petit-déj. Alors, très très belle image. On aura donc en direct, en exclusivité, donc mini gaufre, c'est ça, hein?
Non. C'est pas ça, c'est... ça. Non. C'est une délicieuse crêpe, voilà, quand même. Effectivement. C'est une délicieuse crêpe, c'est pas des gaufres, ça. À la banane. Une crêpe Nutella à la banane avec un verre de tamarin et du café. Bon, tamarin, tout ça, c'est pour ceux qui nous regardent de l'extérieur. Pour nous, on dit Tommy, c'est ça? Ah, c'est Tommy. C'est ça, non? C'est ça, c'est Tommy. ça. C'est le Tommy. Les anciens, là, Germain et puis Crépin. C'est ça, non? Tommy. Voilà. Voilà, on sent qu'ils ont beaucoup faim, hein, donc ils ont levé le doigt tout de suite. Donc ça fait du bien. Ça, c'est le petit déjeuner, style Abbas. Style Abbas. Abbas, il habite à Bobo-sur-Seine et il nous montre quand même que on peut manger ça, comme ça et prendre un petit déjeuner comme ça en étant à Bobo. Il est à Bobo-sur-Seine avec vue sur les rails. Vous n'avez pas entendu Abbas qui demandait s'il n'y avait pas un peu d'attiqué à côté? Un peu d'attiqué avec ça? À côté de ça. Mais, Ouais, je sais pas. tout est possible, hein. Il est sûr, il a une vue sur les rails. Donc voilà, il est ouvert d'esprit. Et on a un autre petit déj. On a une autre image. On a une autre image. Ah, c'est l'unique image. C'est l'unique image. Oh là 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 là. Voilà, donc on vous l'a dit, hein, n'hésitez surtout pas à partager avec nous vos différents petits déjeuners. Vous nous envoyez sur notre en inbox, sur notre page Facebook Matin Bonheur. On est également sur Twitter, sur Instagram. N'hésitez surtout pas à nous faire partager ce que vous mangez tous les jours. Et puis après chaque émission, il y a des photos, il y a des coulisses, il y a des informations concernant l'émission. Et on salue également tous ceux qui travaillent au niveau du web. Didier Ndoli, à qui on fait un gros coucou avec toute son équipe qui nous restitue un peu tout ça. Voilà. En attendant qu'on ait un spot à l'antenne, donc vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux tous les démembrements de cette émission qui se poursuit avec maintenant un reportage qui est relatif à l'assistance vidéo en football. On y va. Révolution dans le monde du foot. L'assistance vidéo à l'arbitrage ou VAR sera utilisée pour la première fois lors d'une Coupe du monde de football en Russie en 2018. Une technologie qui devrait éviter des buts comme la fameuse main de Dieu de Maradona lors de la Coupe du monde de 1986 ou toute autre erreur d'arbitrage qui pèse parfois sur des matchs ou des compétitions. Alors comment ça marche ? Seul l'arbitre de terrain peut déclencher la vérification vidéo. Il se coordonne avec les arbitres assistants vidéo qui scrutent les actions. La VAR peut être utilisée dans 4 situations seulement. Après un but marqué, sur un penalty, pour un carton rouge ou pour corriger une erreur d'identité d'un joueur sanctionné. Quand il y a une action douteuse, l'arbitre informe l'arbitre assistant vidéo ou ce dernier recommande à l'arbitre qu'un incident doit être analysé. La séquence est alors visionnée par l'assistant vidéo qui indique oralement ce que montre la vidéo. Soit l'arbitre de terrain accepte l'information de l'assistant et prend la décision appropriée, soit il veut vérifier lui-même. Il fait alors un signe en forme de rectangle comme un écran pour consulter la séquence depuis le bord du terrain. L'arbitrage vidéo est apparu dans le rugby, le football américain professionnel en 2007 et dans les compétitions de cricket, de badminton et de tennis en 2001 avec le système Hawkeye. Au football, la Major League Soccer américaine et la Bundesliga en Allemagne utilisent déjà l'assistance vidéo. Mais voilà, avec ça, on aura de moins en moins d'erreurs dans l'arbitrage des différents matchs. Moi, je suis sceptique parce que le football doit avoir cette part d'insaisissable, ce côté humain. Là. Quand c'est trop électronique comme ça peut créer d'autres problèmes qu'on n'a pas aujourd'hui, en 2018, mais qu'on peut avoir dans d'autres années. Hein. Je pense que si des arbitres sont bien formés, ça c'est un avis personnel, sont bien formés, et parce qu'il y a plusieurs arbitres. Il y a l'arbitre central, il y a les juges de ligne, il y a même derrière les poteaux, les poteaux, tout ça. Bon, il faut qu'on garde la part humaine du football. C'est dommage. Pour moi, hein, ce n'est qu'un avis. Mais bonjour d'abord, Marcelin, bonjour Nessie. Moi, je peux dire qu'il a été en avance sur cette histoire des vidéos. Pourquoi? Parce qu'avant, quand tu partais au stade, les caméramans l'ont été raison. La caméra, ils sont. Attention, Abbas, attention à ce que vous Quand Ablé travaille pour lui-même, les caméras, puis il revient, puis après, il se rappelle la trompe. Bon, là, il fait un coucou à Germain et Crépin, tu te rappelles, des amis. Ils font la caméra depuis 1936. Alors, cela dit, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Mais ils ont fait exprès pour avoir le même nom, ou bien c'est les parents qui ont eu Germain et Crépin. Puis bizarre, les deux, c'est ressemble. Ok, le jingle ressemble aussi à tous les autres jingles, mais ça, c'est celui d'Abbas. Si t'es décalé, on y va. Alors, Abbas, vous êtes de retour. Hein. Ah oui. Vous étiez au Niger. Ouais. Ça s'est bien passé à Niamey? Non, c'est difficile. Parce qu'au Niger, quand tu arrives, si tu as 3 personnes qui viennent t'accueillir, tu as 3 soleils. Donc, alors, imagine, moi, il y a eu 20 personnes qui sont venues m'accueillir. Oula! Non, c'était pas oula, c'était soleil.
Soleil, son au lait, franchement. Mais ça n'a pas agi sur votre teint. Ah non, non, vous savez, pour nous qui sommes quand même dans une bonne dynamisme, ou harmonisation corporelle des choses. Ah, Bobo sur scène avec vue sur les rails. Et mon maire est devenu médiateur de la République. Donc, il quand même respecté nous. Ce n'est pas permis à tout le monde d'être la médiature ou bien la médiatisation. La quoi? Qui est là, c'est quoi? Non. La médiatisation. Hein? Mais oui, quand quelqu'un qui fait la il médiatise tous les jours. Donc, mon maire, il est devenu médiature. En même temps, vous êtes à Bobo. Ouais, et mais c'est permis à tout le monde parce que le président il a remarqué que quand il veut faire par là, on commence par Bobo. On a compris. Donc il a donné à notre maire d'être la médiature. Effectivement, on a compris. Donc celui va médiatiser maintenant tout ce qui va se faire. D'accord. Et chez vous, il y a beaucoup de mini-cars. Non, c'est les Baka. Nous, on ne prend pas les mini-cars. C'est les Baka, nous, on prend. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe Baka, les Baka Bakaman et les apprentis? Un passager d'abord. Chauffeur. Et puis apprenti. On ne sait pas qui ne respecte pas son camarade. Ah, Bobo. Non. Quand non, tu les passagers sont polis. Non. Moi, j'ai vu une femme qui a lutté Baka. Matin à 5 h. Lutté Baka. Il y a eu 15 Baka. Elle a lutté, elle n'a pas eu place. 16e Baka, quand ça s'est arrêté, elle a lutté place qu'elle a eu, elle est assise. Et puis l'apprenti vient crier sur elle. Madame, pour descendre. C'est place du chauffeur. Elle dit, il ne peut pas descendre. Donc moi, je vais, je dis, non, mais petit, arrête de crier sur la femme des gens. Mais il dit, bébé, la femme, elle a les foutaises. Où elle est assise, c'est la place du chauffeur. Ça dit tellement elle a lutté place. C'est place du chauffeur, elle a eu, elle ne veut pas descendre. Comment elle va arriver à destination? On ne sait pas. Et ça, c'est comme ça. Tu vois, même le chauffeur, il est là, le chauffeur de Baka, il est là. Dès qu'on t'assoit, il dit, oh, vous les bâtards, raboter. On dit, mais tu vois, ça, c'est tout ça. C'est tout ça qui fait à Bobo. Et là, ce qui m'a étonné, c'est l'apprenti. L'apprenti de Baka, il est sur sa portière. Et puis, il y a un gars qui est là, lui, il est en costume bien, comme Marcelin, là. Costume. Et puis, l'apprenti dit, hey, vous n'avez qu'à monter. Il dit, non, on dit, venez monter. L'apprenti a encaissé. Il dit, bon, hey, vous allez descendre où ça? Il dit, non, on dit, vous descendez où ça? Ça a chauffé Rougnon de l'apprenti, là. Il dit, bébé. Chauffeur Rougnon, ça l'a énervé. Voilà. On nous regarde de l'extérieur. Ouais. On vous regarde de l'extérieur? Oui, oui. Toi, et qui? Non, on regarde de la cour, là. Il dit au bébé, bébé. Les gars qui parlent bon français comme toi là, ils prennent jet. Quand tu es dans Bagala, c'est là tu as parlé bon français. Il faut vous payer les 100 francs qui étaient là. Le bébé dit non, moi, je n'ai pas de petite monnaie. Il dit, tu m'as voir. Quand le bébé, il a porté basé. Il dit, quand tu vois basé tout blanc, quoi, le petit n'a pas de mettre sa main dans la boue. Le bébé a donné 10 000. Il dit, garde la monnaie. L'enfant, il ne va pas te frapper, mais sali basé, sali costume, là, tu vas voir. Et c'est ce qu'il fait. Attends, c'est basé ou bien c'est costume? Franchement. Non, mais parfois, les gens me disent... C'est bastume. C'est bastume. Non, mais tu vois, le gars, il a porté costume. Il a des costumes, quand Bassin porte ton costume, ça te plaît. Mais imagine-toi, Cripin ou bien Gasoil dans le costume, là. J'ai aimé. J'ai aimé, ah bon. C'est de maman, il donné bon nom, il dit Gasoil, alors que c'est j'ai aimé. Non, mais j'aime Gaspard. C'est la même famille, là. Voilà. Donc, ici, ils ont porté costume, tu vois, ça sera basé sur... Tu vois, non? Mais en même temps, Abbas, le moyen de transport ne définit pas la personne. Non, mais normalement, quand tu prends un chauffeur de Baka, comme ton chauffeur personnel, non, il va t'insulter un jour. Il y a un qui faisait marche arrière et puis il a oublié que c'est son patron qui est derrière. Il dit, sauvage arrière derrière, il n'y a pas de taxi. C'est son patron, son directeur, lui, il dit ça. T'as vu, tellement ils sont habitués à s'insulter. Donc il y a tout ça dedans. C'est-à-dire aujourd'hui, on doit les rééduquer, redynamiser, même relooker, tu vois, non, reformater tout ça là. Les chauffeurs et apprentis de Baka. Pour le reformatage, je suis d'accord. Reformatage, c'est quoi même? Les reformater, c'est toi qui as dit, non? Non, mais moi, c'est un mot que j'ai vu comme ça, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Changer leur façon de voir, leur façon de faire. Ça, et changer leur mentalité. Recycler, c'est quoi? C'est à peu près la même chose. Ah non, ils préfèrent recycler, parce qu'ils passent beaucoup à la casse, donc il faut les recycler. Ouais, ah bah, il faut qu'on fasse, c'est vrai ce qu'on dit, hein, c'est vrai qu'on s'amuse comme ça, mais on profite pour dire la vérité. Il faut qu'on fasse un grand concours, les awards du secteur du transport. Le meilleur chauffeur de Baka, le meilleur, comment on appelle ceux qui sont sur les portières, les amis, le meilleur apprenti, tout ça. Le ministre va prendre. Mais non, mais parce que le ministre va parce que mine de rien, les Baka sont devenus aujourd'hui un vecteur touristique. C'est une attraction. Non, mais c'est bizarre. Même quand tu vas à Kinshasa, nous ici on appelle ça Baka, mais... À Dakar, les cars rapides. Voilà, les cars rapides. À Kinshasa, on appelle ça esprit des mots.
À Kinshasa, on appelle les mini esprit de mort, si tu as des amitiés là. Ils sont comme ça. Pourquoi? Ils ont même réaction. Ah. Et pour eux, là, et quand tu montes dans le bac à la fois, c'est ce cas de décès. On ne sait jamais. Mais à Lagos, on dit qu'à Lagos, je n'ai pas vérifié, je dis ça, on dit qu'à Lagos, le Baka ne s'arrête jamais, il ralentit. Oui. Parce que les gens courent pour attraper. Ça dit il ralentit. Ça dit si c'est trop arrêté, c'est un ralentissement. Advienne que pourra vous débrouiller pour monter. Au Mali. Pour monter ou pour descendre? Au Mali, les deux. L'apprenti, il n'y a pas de frein. Pour le Malien, il n'y a pas de frein. Donc l'apprenti, lui, il a un gros bois. En bas. Et puis il enlève. C'est comme ça qu'il fait au Mali. Donc tu vois que pour nous, là, même parfois, c'est mieux. Mais on va les recycler. On va les recycler. Et en Côte d'Ivoire, ici, c'est quoi l'autre particularité d'autres Baka? Là-bas, c'est une politesse. Parfois, même l'apprenti, il ne sait pas laver, et puis il passe son nez. Encore la femme a dit, bon petit, faut te débrouiller un peu. Attendez, si tu es fâché, je veux dire à ton mari de payer une voiture. Ici, là, c'est comme ça, nous, on fait. Donc, c'est comme ça. Parce que l'apprenti n'a pas le temps. Il finit à 4 heures, alors qu'à 5 heures, il doit monter. Donc, imagine-toi le gars qui a fait une semaine et puis il ne s'est pas lavé. Et il y a toujours des problèmes de monnaie. Voilà. Monnaie, là, ils ont... Monter avec la monnaie. Ouais, parfois, d'autres même vont dire, mon mari est policier. L'apprenti dit, ici, c'est pas à faire du commissariat. Il faut donner mon année et quitter là. Et c'est ça qui fait la particularité. C'est ce qui il y a l'association même, on vous met ensemble pour donner la monnaie. Et puis après, par exemple, vous battez en bas. Tu vois, là, le gars va dire, non, je suis désolé. Et vous savez, quand je suis monté, mon frère, on dit non, c'est 100 francs, on doit se partager. Il faut faire un quitter là. Il n'y a pas de chorbi dans ça là. Donc c'est de ça que je voulais parler ce matin. Ah, et surtout aussi, Marcelin, ça c'est à toi que je parle. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il faut venir dans notre association. Association de quoi? Des hommes bassés. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous sommes l'association, nous sommes 5. Il y a Isé, Tébi, Abou, Didier, Akou, Assabli et moi. On a décidé de se basser nous-mêmes. Ah bon, pourquoi? Voilà, d'habitude, c'est la femme qui nous basse. Ou même l'homme basse sa femme. Mais cette fois-ci, nous-mêmes, on se basse et puis on donne à nos femmes. Elles vont garder. Pourquoi? Là, personne ne va s'occuper de nous dehors. On rentre à la maison à tout moment. C'est-à-dire, un homme bassé, c'est un homme qui a une bonne vision. Il est avec sa femme, il passe le temps avec sa femme. Tu vas voir un marabout, tu dis attache-moi. Le marabout t'attache et puis tu vas donner le médicament à ta femme. Tiens, je me suis attaché pour toi. Tu n'as jamais vu ça? Non, donc tu n'as pas fait les grands pays. Parce que même en Australie, ça existe. Oui, on appelle ça la chicken. Voilà, la chicken, c'est comme courir. Tu donnes à ta femme, ça fait que tu ne peux plus sortir. Même quand ton salaire, même tu prends ton donner à ta femme. C'est qu'elle enlève tout et puis te donne une petite partie de bon, tiens, j'ai moi avec ça. Mais est-ce qu'on a besoin d'être ensorcelé pour ça? On n'a pas besoin d'être ensorcelé pour ça. C'est parce que ça te plaît que tu dis ça, quoi. Si toi, ton mari vient te donner son salaire, ça ne va pas te plaire. Mais c'est la logique. C'est la quoi? C'est la logique. Non, juste pour rigoler. Mais dire que quand on est en couple, vous... Chacun on voit son bulletin de salaire, peut-être de la maison. La question t'a énervé, mais... Non, je suis... Non, c'est pour rigoler. Non, mais c'est tout le monde. Les femmes, là, elles attendent que ça. Le mois fini, tu viens donner ton salaire. Tu sors, tu vas, tu l'appelles. Allô, chérie, il y a une fille qui vient de me draguer. Elle me dit de rentrer à l'hôtel. Tu veux quoi? Elle te dit oui, reste. C'est que la femme, c'est-à-dire qu'elle veut savoir où son mari est. À niveau de GPS, appelle là pour dire où tu es. Mais pourquoi il est obligé d'aller voir ailleurs? Pourquoi? Non, il n'est pas... Aller à l'hôtel, ce n'est pas forcément aller voir ailleurs. Tu peux te reposer. Il ne peut pas se reposer à la maison. Bon, imagine-toi, toi, tu dois te reposer. C'est-à-dire que tu as fait matin bonheur. Oui. Et puis après, tu dois faire une émission à partir de 10h, 11h. Oui. Tu ne vas pas aller à Bobo et puis revenir lutter avec la moutiage pour revenir ici. Est-ce que tu vois? Donc, tu peux chercher un coin, te reposer tranquillement. Et le repos, c'est R-E-P-O-S à la fin. Est-ce que j'ai besoin de me reposer? Quand il y a S quelque part, ça fait du quoi? Le repos, là, il n'y a pas S à la fin. Elle est bien bonne, celle-là. Non. Quand il y a S, non. Nous tous, on allait à l'école. Oui. C'est rien à voir Germain et puis Crépin. En plus, toi, ça fait l'école coranique. Oui. Non, moi, je fais les hautes études. Tous les manguiers de mon école, là, moi, j'étais toujours en haut. Tu vois. Mais quelqu'un qui se repose, il y a S. Est-ce que tu m'as dit qu'il faut te reposer seul? Mais c'est l'orthographe. Et l'orthographe, là, c'est pas mon nom, on a écrit. Mais ça vient d'où même après un dîner ou un déjeuner, allons se reposer là? Qui est le précurseur? Qui a fait ça? Mais elle a mangé là. Attendez, on n'a pas parlé de déjeuner, on a parlé de travail. Non, mais ça c'est... Non, ça c'est une petite question. Ouais. Allons se reposer là. Moi, ça vient d'où? J'aime quand même cette idée là. Tu vois? Ça vient d'où? Quelqu'un qui mange doit se reposer. Parce qu'elle doit digérer. La digestion là, c'est beaucoup de choses.
Donc, repose-toi. C'est les anciennes tactiques de Jean Crépin et puis Germain, là. Ah, la tactique de 1950. À l'évin, il paye et puis... Bon, Abbas, vous avez raison. Allez vous faire passer, c'est bon. Non, moi, franchement, je suis bien passé. J'ai donné à mon épouse, à Thomas, c'est qui gère ma vie. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc là, il n'y a plus de repos. Si, je me repose. Tu sais, un bon garçon, c'est quelqu'un qui a le dynamisme d'aller quand même de temps en temps. Ça te permet de voir dehors, tu vois. J'avais dit ça ici une fois. Ça m'intéresse cette définition. Voilà. Un bon garçon, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui va voir dehors, parce que ça te permet de connaître. Aujourd'hui, tu vas dehors, on te dit on veut mèche, on veut perruque, on veut robe, alors qu'à la maison, on ne peut pas tout ça. Mais comment savoir que dehors, on te fatigue dehors? C'est d'aller voir quand même. Permet à ton homme d'aller quand même dehors. Il va revenir à tous les coups. Parce que si on l'a stressé, il sait que le meilleur endroit, ça sera à la maison. Oui. N'est-ce pas Nessie? Nessie est d'accord avec... Voilà, le sens du partage. Et les femmes ne sont pas prêtes à partager. C'est une affaire de gaie juste. Je pense qu'on a fait le tour, c'est parce qu'on a fait le tour qu'on a choisi une pour la mettre à la maison. Donc pourquoi retourner? On n'a pas choisi, parfois elle nous a forcés. Hein. Comment ça? Oh, elle nous a forcés. Pour moi, la même, on va forcer. Comment? Ah bon, Abbas? Ça, Mariam... m'a eu des... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a eu même. Parce que moi, je me suis marié très jeune. Tu vois, très jeune. Il ne savait même pas ce qu'il faisait. Il faut voir à l'Amérique, il faut dire oui, moi c'est oui. Il ne sait pas qu'elle stresse après. Hein? Il dit, oh non, m'a eu. Merci Abbas, 6h26 partout en Côte d'Ivoire. Salut toutes les personnes mariées qui nous regardent. Hein. Vraiment, ça se passe bien. N'est-ce pas, Nessie? Oui, ça se passe très, très bien. Si vous voulez écouter les conseils d'Abbas, vous allez avoir des problèmes. Ce n'est pas nous, hein. Nous, on n'est pas responsables. Tout ce qu'il dit n'engage que lui. Merci Abbas, on le retrouvera jeudi prochain avec beaucoup de plaisir. La suite, Nessie. La suite, c'est avec Maïs Sako qui est avec nous. Aujourd'hui, Marco, c'est vrai qu'on n'a pas encore annoncé, mais on parlera de l'autisme, la prise en charge de l'autisme en prélude. Disons, la journée mondiale des autistes, c'était le lundi 2 avril 2018. Donc aujourd'hui, dans la rubrique santé, on parlera de la prise en charge, mais pour l'heure, le journal télévisé, mais avant, la météo. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. En début de matinée, un temps généralement nuageux pourrait s'observer sur les zones forestières, les zones côtières, avec des possibilités de pluie localisées. Cette situation pourrait évoluer par la suite vers un temps partiellement nuageux. Dans la bande centrale, on pourra observer quelques passages nuageux qui pourraient laisser de la pluie, notamment dans l'est et l'ouest du pays. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour ce matin, nous aurons 25 degrés à Abidjan, à Diaké 24 degrés, Bondoukou 25 degrés, il fera 24 degrés à Boaké, Daloa 23 degrés, Dimbokro 24, il fera 23 à Gagnoa, la ville de Korogo marquera 24 au mercure, 21 degrés sur la ville de Mans, Odiéné 23 degrés, San Pedro 24 degrés, la ville de Sassandra marquera 23 degrés, il fera 22 degrés à Tabou et Yamoussoukro 24 degrés. Une bonne entrée d'humidité pourrait s'observer l'après-midi sur les régions de la bande centrale et le nord du pays. Ainsi, la combinaison de l'insolation et de cette humidité pourrait favoriser la formation de cellules orageuses suivies de pluie dans l'ouest, l'est et le centre en milieu ou en fin de période. Cette situation pourrait intéresser en fin de période la région du littoral et le sud forestier avec en bonus des averses de pluie. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 32 à Abidjan, à Diaké 31 degrés, il fera 34 sur les villes de Bondoukou comme à Boaké, Daloa 33 degrés, Dimbokro marquera 34, à Gagnoa la température sera de 32, Korogo marquera 35 au mercure, il fera 31 degrés à Mans, Odiéné 35 degrés, 32 degrés sur la ville de San Pedro, Sassandra et Tabou marqueront 31 degrés et Yamoussoukro 33 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le palais de la présidence de la République a servi de cadre ce mercredi à un conseil des ministres. Conseil au cours duquel le gouvernement a autorisé le recrutement dérogatoire de 158 personnes en situation de handicap à la fonction publique. La mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement a également été évaluée. Mahama Traoré, Awatouri. En 2018, l'État compte investir plus de 577 milliards de francs CFA dans la santé. Mais les efforts pourraient s'accroître dans les 5 prochaines années avec l'adoption ce mercredi en Conseil des ministres du projet de loi portant orientation de la politique de santé publique. Ce document de réforme permettra concrètement de renforcer la gouvernance du secteur, d'améliorer l'offre et les performances du système de santé, qu'il soit public ou privé, ainsi que la qualité des prestations des services de santé, tout en conservant le caractère solidaire et impersonnel du système de santé dans notre pays. La santé est notamment l'un des secteurs pris en compte par le contrat de désendettement-développement signé en 2012 entre la Côte d'Ivoire et la France. Contrat visant à financer des projets de développement. Après 5 ans de mise en œuvre, un récent bilan dressé par les deux parties démontre que le C2D est une réussite. Au 31 décembre 2017, la Côte d'Ivoire a honoré toutes les échéances de remboursement de sa dette C2D. Ainsi, 708 milliards de francs CFA sur les 1151 milliards ont été remboursés et le taux de décaissement est aujourd'hui de 88,3%. Sur le plan des réalisations physiques, tous les projets du premier C2D sont à la phase d'exécution des opérations de terrain et sont achevés pour la plupart. Concernant le deuxième C2D, de nombreux projets d'envergure sont à la phase de lancement ou ont déjà démarré. Au total, donc, le bilan de la mise en œuvre des projets et programmes du C2D de 2012 à 2017 est globalement satisfaisant, avec plusieurs ouvrages importants réalisés. D'importants matériels et équipements ont été acquis et mis en service également au bénéfice des populations. Un troisième C2D est prévu en 2020 pour 5 ans. Pour 2018, la fonction publique va recruter de façon dérogatoire 158 personnes en situation de handicap. Cela en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Ces futurs nouveaux travailleurs peuvent également se réjouir de la mise sur pied par le gouvernement d'un régime de retraite complémentaire par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l'État. Ce régime va permettre d'améliorer le revenu des fonctionnaires au moment de leur départ à la retraite. Le reversement peut se faire par une rente viagère, donc qui est payée mois après mois aux fonctionnaires, ou par un capital qui est versé au moment du départ à la retraite à l'agent. Aussi, le Conseil a instruit le ministre en charge de la protection sociale et l'ensemble des ministres concernés à l'effet d'engager un dialogue social avec les partenaires sociaux en vue de définir de façon consensuelle les principales caractéristiques de ce régime de retraite complémentaire, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. Ce Conseil des ministres a aussi donné naissance à 2 organes, le Conseil national de la consommation et le Conseil national du tourisme. Le premier est chargé de défendre les intérêts des consommateurs et le second de promouvoir et développer le tourisme national. Le prochain Conseil des ministres, prévu le 11 avril prochain, se tiendra à Yamoussoukro, la capitale politique. Aussitôt arrivé hier dans la capitale économique ivoirienne, le nouveau président libérien Georges Weah a eu un tête-à-tête avec son homologue, le président Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur des questions d'intérêt commun. Jérôme Kofi Aboulin. Les présidentielles de la République de Côte d'Ivoire ce mercredi. Le tête-à-tête entre lui et le chef de l'État ivoirien peu de temps seulement après son arrivée à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié de 48 heures sur le sol ivoirien. Entretien élargi à l'heure de délégation, le nouveau président libérien Georges Mané Weah et le président de la République de Côte d'Ivoire ont surtout mis l'accent sur l'excellence des relations entre les deux pays. Pour le président du Libéria, les conseils de son homologue ivoirien lui serviront de socle pour la mission qu'il attend dans son pays. Aujourd'hui, tout le monde parle de la paix et grâce à vous,
de conseils que tu m'as donné et le reste. Aujourd'hui, on était dans une élection très difficile, mais on a écouté ces conseils. Aujourd'hui, on est au pouvoir. Tout on veut faire maintenant pour faire la coopération et pour faire marcher notre pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa part, a indiqué qu'avec le président Georges Mané Weah, les relations entre le Libéria et la Côte d'Ivoire vont continuer à se renforcer. Son prédécesseur, Madame la présidente Ellen Johnson Sirleaf, a eu des relations de coopération très fortes avec le gouvernement ivoirien. Et moi, je suis confiant qu'avec lui, nous continuerons de renforcer cette coopération parce que c'est dans l'intérêt des deux États. La Côte d'Ivoire et le Libéria sont des pays frères et des peuples amis. Et nous avons vécu les mêmes affres. Bien sûr, les difficultés que le Libéria a connues il y a un peu plus de 25 ans. Et évidemment, les problèmes de la Côte d'Ivoire en 2010, à l'occasion de la crise post-électorale. Et à chaque fois, il y a des dizaines et des milliers de Libériens qui étaient venus en Côte d'Ivoire. Et récemment, donc, des dizaines de milliers d'Ivoiriens qui sont allés au Libéria et qui ont été bien accueillis. Donc, c'est l'occasion pour moi de dire au président à quel point nous apprécions l'hospitalité du peuple libérien. Il reste très peu d'Ivoiriens maintenant sur le territoire libérien et ceux qui y sont en réalité, c'est parce qu'ils s'y trouvent bien et bien évidemment ils sont les bienvenus pour retourner en Côte d'Ivoire, mais également le Libéria est leur pays, c'est ce que j'ai dit au président. Comme ici, nous continuons d'accueillir de nombreux Libériens sur le sol ivoirien. Et le président Alassane Ouattara d'ajouter en terminant que la Côte d'Ivoire est déterminée à apporter son soutien au Libéria dans les domaines où elle a fait beaucoup de progrès, notamment dans l'agriculture. Un camion remorque de 30 tonnes est resté coincé hier sous le pont situé sur le boulevard Lagunaire, non loin du carrefour de l'Indénié. Cette situation a créé un embouteillage pendant plusieurs heures. Ce camion chargé de coton en provenance du Mali était en partance pour le port autonome d'Abidjan. Olivier Iriebi, Moussa Konaté. Un véhicule en provenance du Mali transportant du coton s'est coincé sous le pont alors qu'il tentait de se rendre au port autonome d'Abidjan. Arrivé dans la capitale économique ce mercredi, peu avant 12 heures, ce camion remorque de 30 tonnes s'est immobilisé sur le boulevard Lagunaire après le carrefour de l'Indénié. Le conducteur, un homme âgé de 29 ans, explique sa mésaventure. La route là, vraiment, moi je ne connais pas la route là. La route qu'on passait là-bas, là, vraiment moi j'ai trompé là-bas. Bon, comme l'autre pont là, on a déjà passé là-bas. Bon, je crois que c'est la même chose quoi. C'est là qui a fait. Bagage là, quand on charge ça là, on ne contrôle pas le mètre, non. L'accident n'a pas fait de perte en vie humaine. Cependant, il a causé d'énormes désagréments aux usagers de la route. Ça me fait, je crois, 40 minutes que je suis là. Depuis la Riviera jusqu'ici. Ça s'impose à nous malheureusement. D'ordinaire, il n'y a pas d'embouteillage ici à cette heure-ci. Ça perturbe la circulation, mais on est obligé de faire avec. Nous, on a des recettes à faire. Le temps que nous avons pris dans l'embouteillage, ça va presque une heure et quelques. Quand c'est comme ça agit sur nous. Donc c'est vraiment désolant, ça nous fatigue. L'embouteillage est vraiment énorme. Les forces de l'ordre présentes sur les lieux étaient à pied d'œuvre pour faciliter la circulation. C'est parti pour la campagne de prévention de la fièvre Lassa. Elle a été lancée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et vise à éradiquer les rats et les souris de notre environnement. L'opération a démarré au grand marché de Koumassi. Ami Sissoko. Rats et souris du grand marché de Koumassi ont certainement eu vent de la mesure de dératisation enclenchée. Les pièges posés hier entre boutiques et étals n'ont attrapé que quelques rongeurs. Un bon début tout de même pour barrer la route aux rats et souris, vecteurs de la fièvre Lassa ou de la fièvre de Lassa. Au Nigeria, il y a eu déjà 1500 cas avec une centaine de décès, de même qu'au Libéria. Donc cette maladie menace la Côte d'Ivoire. Donc c'est ainsi
que nous avons décidé de prévenir la maladie, ça nécessite l'adhésion de tout le monde. Projection de film pour expliquer le mode de transmission de la fièvre Lassa et les signes de la maladie. Il y a la contamination à travers les excréments et les urines des souris et même le sang des souris. Et il y a la contamination à travers l'homme. Et la transmission peut se réaliser à ces niveaux-là à travers les liquides biologiques. Je vais parler ici du sang, de la salive, de la sueur. La fièvre Lassa a les mêmes signes que le paludisme, la fièvre jaune et le virus Ebola. Seule la prévention peut nous préserver de cette fièvre hémorragique. Les souris qui sont dans notre maison peuvent transmettre la fièvre Lassa. C'est de ranger tout ce qui est accessible aux souris et aux rats. Nos restes d'aliments, nos réserves d'aliments doivent être protégées. Les poubelles doivent être éloignées des maisons. Les commerçants sont désormais conscients de la nécessité de nouvelles habitudes. On doit être propre pour nettoyer tout ce qui est saleté dedans. On doit jeter les ordures et puis les eaux usées. On doit se débarrasser de ça. Après le grand marché de Koumassi, la campagne de dératisation va s'étendre au centre de santé, aux casernes militaires et à la décharge d'Akwedo. En Afrique de l'Ouest, la fièvre Lassa atteint chaque année 100 000 à 300 000 personnes, dont 5 000 décès selon le Centre de contrôle américain et de prévention de maladies. Hors de nos frontières, le terroriste malien Al-Hassan a comparu hier pour la première fois devant la Cour pénale internationale. Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud est suspecté de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis lors de l'occupation de Tombouctou en 2012 par Al-Qaïda au Maghreb islamique et en Sardine. C'est la seconde fois qu'un membre d'Ansardine est envoyé à la CPI. Les présidents turcs, russes et iraniens se sont engagés hier lors d'un sommet à Ankara à coopérer en vue de parvenir à un cessez-le-feu durable en Syrie. Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine et Hassan Rouhani, dans un communiqué, ont réaffirmé leur détermination à coopérer activement en Syrie en vue de parvenir à un cessez-le-feu durable entre les belligérants. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup Maï. Vous êtes dans un ravissant verre. Bien. Ça va, merci, la journée, vous allez faire d'autres éditions? Elle a bien démarré avec va bien un se poursuivre. Tout petit peu de fatigue. Elle va se poursuivre. Voilà. Bon courage. Sans problème. Oui. Bon courage. Est-ce que vous avez bien mangé ce matin? C'est ça? Il est encore trop tôt pour moi. Ah. C'est pas évident. Hein. C'est un sacerdoce quand on fait le matin comme ça. Et... Vous mangez, vous, avant de venir? Bonne question, non. C'est pareil pour moi. Vous avez une astuce particulière? Vous buvez de l'eau? Oui, de l'eau, oui. Beaucoup d'eau. Comme tout à l'heure. On s'hydrate beaucoup. Hein. On s'hydrate, on en a besoin. C'est très important. Merci beaucoup. On a besoin également parfois de manger un bon coup, quelque chose de consistant. Et quand on parle de consistance, on pense tout de suite au burger. Vous êtes une fanat de burger, d'un burger? En bonne ivoirienne, Marco, mon attiqué national. Mais bon, si vous m'invitez au resto pour m'offrir un burger, pourquoi pas? Facile. Alors, nous allons aller maintenant en France pour la finale de la Coupe. Une compétition de burgers. C'est impressionnant. J'imagine que vraiment, on doit envoyer des représentants de Côte d'Ivoire là-bas pour montrer quand même que nous sommes de grands consommateurs. Regardez. 3, 2, 1, et c'est parti pour 25 minutes de compétition. Faites du bruit, s'il vous plaît. Les participateurs chefs en 2013, c'est ça, les participateurs chefs. Félicitations, bravo. Également, voilà, à côté donc des membres du jury. Merci à tous. Voilà, retour sur le plateau. On va rester dans la spirale de la nourriture après le burger. Aller maintenant à la diète, une alimentation un peu plus conventionnelle. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, attention, attention, étouffée de mâchoirons avec ma méchante voisine qui ne mange qu'elle seule.
Voilà qu'on se retrouve pour une autre chronique diététique et aujourd'hui on va manger traditionnel, on va manger sain avec notre chef du jour, chef Arthur qu'on retrouve. Bonjour chef. Bonjour Nessie. Vous allez bien? Très bien. Alors aujourd'hui vous nous proposez quoi? Alors aujourd'hui on vous propose l'étouffée de mâchoire. L'étouffée du mâcharon. Waouh! Et qu'est-ce qu'il faut pour faire notre étouffée de mâcharon? Pour faire notre étouffée de mâcharon, évidemment il faut un bon mâcharon. Il nous faut des tomates, de l'oignon, de la carotte, de l'ail, de la moutarde, du poivron, du concombre, de la ciboulette, ou bien de l'oignon vert comme on l'appelle, du persil, du poireau, des feuilles d'attiqué, donc ça va servir d'emballage, et puis du papier alu. Super. On commence par quoi? Normalement, le mâcharon doit être nettoyé au préalable. Et quand c'est nettoyé, on prend le mâcharon, on le blesse comme ça et on fait des trous à l'intérieur. D'accord. Est-ce que tout le monde peut consommer le mâcharon? Ben non. Que c'est un peu trop gras. Bon, c'est gras, mais il ne faut pas rajouter trop d'huile. Donc, on le blesse et on fait des incisions à l'intérieur, comme ça. Voilà. Et quand c'est prêt, normalement, on doit découper les légumes en tout petits morceaux. Donc, on n'a plus le temps de déjà découper cela. Ça doit être comme ça. Découper en petits morceaux. On ajoute, pour ceux qui aiment le piment, donc, on va ajouter un peu de piment. Du piment sec? Du piment sec. On peut prendre du piment frais. Oui. Un peu de sel. Un peu de sel. Un peu de poivre. Il faut rappeler que tous ces ingrédients qui sont là se retrouvent déjà là. Mais il faut les émincer comme ça pour pouvoir mettre ça dans l'incision qu'on a fait sur le mâchoron. Pour prendre le temps de découper en petits morceaux. Voilà, en petits morceaux. Donc, un peu de moutarde et on mélange bien. Est-ce qu'on peut faire sans huile aussi? Oui, on peut faire sans huile ici. Parce que le mâchoron étant déjà gras, on peut faire sans huile et on peut utiliser éventuellement du capitaine. Un autre poisson. Voilà, du poisson. Mais ça sera les douces en général. D'accord, ça sera l'étouffée de capitaine, l'étouffée d'autres choses. Okay. Alors donc quand on a fini, on farcit notre poisson comme ça. Le poisson est bien frais. Oui, super frais parce que quand le poisson n'est pas frais, quand les fruits de mer ne sont pas frais, c'est un danger. Alors quand on a fini, on prend le poisson qu'on place sur les feuilles d'attiqué comme ça. Tout ça c'est pourquoi? Alors c'est pour garder la chaleur à l'intérieur. C'est pour ne pas que le jus qui est à l'intérieur coule. Voilà, encore. Il faut m'en donner encore. Voilà. Pour le passer au four? Voilà, pour le passer au four. Donc en dehors du four? En dehors du four, on peut le mettre sur le feu de charbon de bois. Comme si on le braisait, mais au bout de... Il faut le comme laisser, ça? Voilà, comme ça. Et puis on le dépose sur le charbon de bois. De bois. Mais il faut le laisser au moins 1h30. Mais au four, on va dire à peu près 45 minutes. À combien de degrés? À 180 degrés. Le mâchoron étant prêt, nous allons le mettre dans l'assiette en verre et nous allons passer au four. D'accord. Le four, il a été préalablement chauffé? Préalablement chauffé à 180 degrés. D'accord. Alors, si notre poisson doit être normalement prêt, mais comme je vais retirer le poisson du four, j'enlève ses gants. Attention à ne pas vous brûler. Oui, non, ça ira. J'enlève ses gants et puis je vais chercher le poisson au four. Voilà. Il y a déjà une très belle odeur qui nous accueille. Okay. Alors attention, c'est très très chaud, donc ça sent bon. Oui, ça sent très très bon. C'est un plat d'ici, de la Côte d'Ivoire? Oui, c'est un plat de la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens ont mangé le mâchoron. Donc voilà comment notre plat se présente. On va le déshabiller doucement. Alors Nessie, voici présenter notre étouffée de mâchoron. On va se débarrasser de nos gants. Passer à la dégustation. Passer à la dégustation.
sauce à côté. Effectivement. C'est vraiment sain. Et puis c'est vrai que le poisson est déjà gras. Parce qu'on n'a pas mis beaucoup d'huile, mais déjà on sent le gras. Bon appétit. Merci. Donc là, on voit qu'on n'a pas eu vraiment besoin de mettre beaucoup d'huile parce que le poisson, il est déjà gras. Oui, mais voilà. c'est un gras qui est... Effectivement, c'est un gras qui est sain. Comment tu trouves? Et voilà, c'est bon, hein? Oui, c'est bon, on sent l'assaisonnement, on sent le poivre, absolument. On sent le sel. Le sel est juste modéré. Voilà, on n'a pas mis, on sent légèrement le piment. Bon, on ne sent pas du tout le mais piment. il y a des gens qui veulent du piment, donc on pourra mettre du piment à côté pour manger. Effectivement. D'accord. Mais voilà, on a fini. C'est une recette très, très simple. Hein. Donc, on espère que vous avez bien pris note et que vous allez la reproduire chez vous, à la maison. Chef Arthur, c'est fini. Merci beaucoup, merci. Je demande à tout le monde d'essayer ce plat chez lui à la maison. Et puis, les autres plats d'ailleurs qu'on a déjà fait passer. Donc, je vous souhaite un bon appétit. Parce qu'avec Arthur, c'est la cuisine faite avec le cœur. Je vais faire cette cuisine pour vous avec le cœur à l'occasion de votre anniversaire. C'est demain. Oui. Demain, c'est l'anniversaire de Monsieur Marcelin Govoy. Vous avez prévu quelque chose pour nous? Je suis à l'antenne, je le travail d'abord. Merci, Nessie. Allez, c'était d'où l'étouffé de mâchoiron? C'était délicieux, Marco. C'était bien. Hein? Excellent. Voilà. Et surtout le poisson qui fond dans la bouche. Oh, Marco, je vous assure que ce serait l'idéal de merci. Point en route, jingle. Allez, premier tronçon, première route, bien sûr, c'est Cocody, au cœur de notre capitale économique. Allez, on a une photo des images de Cocody. Ah, le jour s'est levé. Le jour s'est levé et tout doucement, les voitures... Le jour est encore jeune. Très, très jeune. Mais bon, chacun va qu'à ses occupations. Tranquillement. Assez timide, mais bon, ça va. OK. Deuxième attention, on va normalement sur le Lagunaire, sur le boulevard Lagunaire pour voir un peu la physionomie de la circulation sur l'asphalte. Nessie, apparemment, ça va. Et c'est la même chose, comme à Cocody, apparemment, tout le monde s'est donné le mot. Hein. On sort tout doucement de la maison. Ils sont encore devant Matin Bonheur. Ils attendent la fin de l'émission à 7h30 pour tous prendre d'assaut les différentes routes. Et ça va. Voilà. On se met au garde à vous maintenant pour le pont Général de Gaulle. Qu'est-ce que ça nous donne comme circulation? La très très belle vue avec ce pont qui fend donc la lagune ébriée en deux et qui nous montre que nous avons une circulation assez fluide pour cette heure. Effectivement, assez fluide, très très fluide. Hein. Les bus, surtout les transports en commun sont prisés en ce moment-là. Voilà, parce que ceux qui ont leurs différents véhicules, ils tardent avant de sortir de chez eux. Nous avons Trècheville. Trècheville est beaucoup plus timide. Merci pour la pub sur le côté. On va revenir rapidement. Donc, du côté de l'échangeur, pour voir... on n'a pas Koumassi aujourd'hui. Bon, mais on a l'échangeur. On va voir s'il y a beaucoup d'échanges pour le moment en sortant du HKB. Pas d'échange. Voilà. Pas d'échange. Mais attendez, voir à partir de 8h, 9h, 10h. Ce pont-là sera pris d'assaut. Disons, cet échangeur-là sera pris d'assaut. Il est 6h53 minutes, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Matin Bonheur. Voilà, nous avons le grand plaisir d'être en compagnie de Madame Danielle... Attendez, hein, si je ne me trompe pas, Danielle Adaïbikpo. Voilà, on a failli ne pas vous prendre honnêtement parce qu'on avait peur. Vous étiez trompé de route. C'est pas évident le matin de venir ici. Donc on avait un peu peur de ne pas vous prendre pendant un long moment. Mais là, on va le faire quand même et vous prendre parce que, bon, voilà, il faut que vous puissiez intervenir pour nous parler un peu de votre passion. Vous avez décidé d'entreprendre dans l'embauche des personnes avec un handicap. C'est exact. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Dites-nous tout. Nous sommes tout de suite. Merci de m'accueillir ce matin. En effet, j'ai un cabinet de recrutement et de conseil en ressources humaines spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap physique. Lorsqu'on parle de handicap physique, ce sont les sourds malentendants, aveugles malvoyants, les bègues, les personnes de petite taille, les albinos et le polyhandicap. On parle de polyhandicap lorsqu'une personne a atteint d'un handicap moteur et en plus atteint de la surdité par exemple. Et vous avez même créé Handi Emploi.
Oui. Qu'est un salon? On dit emploi. En fait, lorsque nous avons démarré, le cabinet a été créé en 2015, nous avons rencontré des difficultés à l'insertion des personnes en situation de handicap. Ces difficultés sont liées essentiellement à la méconnaissance du handicap. Il nous est venu en tête de créer ce salon, la journée Handi Emploi, qui permet qu'il y ait une journée de rencontre et de partage et d'échange et de travail entre les personnes en situation de handicap et les entreprises privées et publiques de Côte d'Ivoire. On a vu dans l'élément tout à l'heure dans le journal, l'État qui s'implique. Il faut dire que depuis des années, de plus en plus, l'État s'implique afin de garantir aux personnes qui souffrent de handicap un emploi quand même assez stable. Oui. Ça, c'est très bon déjà. C'est une bonne base sur laquelle rebondir. C'est une très bonne base. Je pense que l'État s'implique de plus en plus. Cette année, il y a, avec le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et le Fonds de développement de la formation professionnelle, nous avons lancé le programme d'amélioration de l'employabilité de 304 personnes en situation de handicap dans les entreprises privées et publiques de Côte d'Ivoire. Donc l'État s'implique de plus en plus. Aujourd'hui, je suis là avec vous pour sensibiliser les personnes en situation de handicap à s'inscrire, à croire et à tout mettre en œuvre pour trouver un emploi. Nous sensibilisons aussi les entreprises à les embaucher. Alors, quel est le motif de votre engagement pour la personne handicapée? Je suis spécialiste des ressources humaines et comme tout spécialiste, tout spécialiste en ressources humaines, lorsqu'on souhaite être à son propre compte, on crée un cabinet, soit de formation, soit un cabinet de recrutement. J'ai choisi de créer un cabinet de recrutement, il fallait trouver une cible. Et j'ai décidé de travailler pour les personnes en situation de handicap. Il n'y a pas de cabinet en Côte d'Ivoire qui travaille pour les personnes en situation de handicap. Et moi, j'estime que c'est une cible comme tout autre. Sauf qu'il y a des spécificités et les entreprises commencent à comprendre qu'on ne peut pas les traiter comme tous les autres. Il faut prendre en compte le handicap, il faut prendre en compte la localisation géographique, le poste, un certain nombre d'éléments pour leur permettre de travailler comme il faut. Alors, les personnes avec handicap dans notre pays, est-ce que ces personnes bénéficient d'un cadre? Par exemple, pour avoir accès au transport, pour avoir accès au logement. C'est vrai, pour avoir accès à l'emploi, vous y travaillez, mais dans d'autres domaines, est-ce qu'il y a une certaine facilité qui leur est accordée? Est-ce que c'est effectif, par exemple, que dans le bus, on cède la place aux personnes handicap? Est-ce que ces personnes-là, dans des entreprises publiques, passent déjà en priorité? Est-ce que tout ça, c'est effectif dans notre pays? Non, tout ça n'est pas effectif en Côte d'Ivoire. Moi, je peux parler uniquement de ce que je sais, c'est au niveau de l'emploi. Mais au niveau social, bien évidemment, nous n'avons pas un cadre qui permette aux personnes en situation de handicap d'évoluer comme il se doit. Nous travaillons pour cela. Mais pour ça, il faut sensibiliser aussi la population. Il faut sensibiliser la population parce que je peux dire qu'au vu des relations que nous avons avec les entreprises, c'est même un problème culturel parfois de mettre tout en place pour l'accessibilité des entreprises déjà aux personnes en situation de handicap. Et en même temps, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce que ce n'est pas évident. Le chef d'entreprise, lui, il veut gagner, il cherche à gagner beaucoup plus. Et s'il embauche un handicapé, il se dira certainement que ça va empiéter sur son budget parce qu'il doit mettre des conditions adéquates afin que cet handicapé-là puisse véritablement être à son aise. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, nous rencontrons des difficultés qui sont réelles, exactement, mais déjà ce que je souhaite rectifier, les entreprises n'embauchent pas des handicapés. Ils n'embauchent pas des handicapés, ils embauchent des personnes qui ont un handicap. Et sachez que le handicap se définit par rapport au physique et à l'environnement. Si vous travaillez dans une boulangerie et que vous êtes allergique à la farine, on dira que vous avez un handicap. C'est pareil, si je mets à la disposition d'une entreprise une personne malvoyante à un poste de comptabilité où il a tout le matériel informatique qui lui permet de travailler, bien évidemment, il n'y a pas un handicap majeur à ce poste. Et c'est ce que nous faisons. Les chefs d'entreprise ont quelques doutes, c'est normal, mais les difficultés sont liées, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la méconnaissance du handicap. Il y a aussi des difficultés qui sont liées au process des entreprises. Au niveau du recrutement des entreprises, ils n'ont pas mis en place un process qui leur permet de recruter des personnes en situation de handicap. Donc c'est aussi difficile en interne. C'est difficile en interne. Aussi, les personnes en situation de handicap peuvent être victimes de la crise liée à l'emploi en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas partir d'une autre couche qui est favorisée. Donc,
l'emploi, les Ivoiriens ayant quelques difficultés à trouver des emplois, les personnes en situation de handicap aussi ont les mêmes difficultés à trouver un emploi. Nous, notre rôle, c'est d'expliquer aux entreprises qu'ils n'embauchent pas des personnes, qu'elles n'embauchent pas des personnes handicapées. Ok. On va revenir avec vous, c'est très intéressant ce que vous dites par rapport à toutes ces personnes qui souffrent, qui vivent avec un handicap, par rapport à leur ouverture au marché de l'emploi. La pub, et on se retrouve juste après. L'Observatoire de la célérité des opérations de dédouanement au Code, en partenariat avec la Direction générale des douanes, organise un atelier de formation sur la valeur en douane, évaluation des marchandises et maîtrise de la valeur transactionnelle. Du mardi 10 au vendredi 13 avril 2018 à l'École nationale des douanes de 8h à 13h. Infoline 08 78 03 76 01 24 31 12 et le www.douane.ci. Daniel Adaï Biko Asseux, donc chef d'entreprise, son sacerdoce bien sûr lutter pour l'insertion des personnes avec un handicap, parce que j'aime pas le terme personnes handicapées, les personnes avec un handicap, parce que tout le monde a un handicap, voilà, donc personne avec un handicap. Je préfère ça comme ça, n'est-ce pas? C'est bon, c'est mieux comme ça. Alors, vous avez des statistiques, on a des nombres, le nombre de personnes handicapées en Côte d'Ivoire, dans le marché du travail. Est-ce que vous avez des chiffres précis? Non, aujourd'hui, nous n'avons pas de chiffres précis en la matière. Pourquoi? Parce qu'il faut une étude statistique qui permettrait de connaître le nombre de personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire et le nombre d'aveugles et malvoyants, etc. On n'a pas aujourd'hui en notre possession des chiffres qui nous permettent de savoir. Ça ne vous gêne pas, ça ne vous intéresse pas? Oh, bien évidemment, ça nous intéresse. Qu'est-ce que vous faites pour alors? Il faut avoir des moyens pour mettre en place, pour faire une étude statistique de ce genre qui couvrait l'ensemble du territoire. Nous n'avons pas encore la possibilité de le faire. Bien évidemment, ça nous intéresse. Mais à notre niveau, nous pouvons dire que nous avons environ, parce que ma structure s'occupe uniquement des diplômés. Là, je peux vous dire, au niveau des diplômés, nous avons environ 900 à 1000 inscrits au niveau des diplômés. Et tous les talents sont généralement dans quoi? C'est quoi? Il y a le marketing. Où est-ce qu'ils excellent le plus quand vous regardez les chiffres qui sont en votre possession? Lorsque vous me dites où est-ce qu'ils excellent, c'est comme si on parlait de personnes à part. Non, on a des personnes, des comptables, des spécialistes en ressources humaines, en marketing, en commerce, en informatique. On a tout. On a tout ce que vous trouvez pour les actifs. On a tous les postes. Non, je ne faisais pas le distinguo. Mais comme il y a une base de données et que vous avez parlé de 900, donc dans les 900, je veux dire, où est-ce qu'on a le plus de personnes, dans quel secteur d'activité, voilà. Dans tous les secteurs d'activité. Vous savez, il y a des personnes qui ont un handicap à la naissance. Mais il y a certains, c'est au cours de la vie qu'ils ont un handicap. Et parfois, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils ont un handicap. Donc, on a un peu de tout. On a un peu de tout. Aujourd'hui, une entreprise qui recherche une personne en marketing, en informatique, en ressources humaines, etc., un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 5, même un thésard, nous avons tous les diplômes, nous avons tous les niveaux. D'accord. Alors là, vous avez parlé des difficultés de financement. Oui. Comment vous êtes financé pour vos différentes actions? Au niveau de... Nous avons un modèle économique un peu spécial. Les personnes en situation de handicap qui s'inscrivent au sein du cabinet ne payent pas. Les entreprises qui recrutent non plus ne payent pas. Nous avons un modèle économique spécial, comme je vous dis. Nous sommes rétribués grâce aux actions de sensibilisation que nous menons, telles que la journée Handi-Emploi, telles que la revue trimestrielle Liaison sociale handicap, etc. Donc c'est grâce à ces actions de sensibilisation que nous avions les moyens d'insérer les personnes en situation de handicap. J'aimerais rectifier pour certaines personnes qui nous suivent. Un thésard, c'est quelqu'un qui prépare une thèse. Ah oui, pardon. On peut ne pas, voilà. Une personne qui prépare une thèse, c'est exact. Une thèse, parce on peut ne pas comprendre. En tout cas, félicitations pour ce que vous faites. Ce n'est pas évident. C'est un véritable sacerdoce.
Et puis, moi, j'imagine beaucoup les fondations. Il y en a beaucoup de fondations. On a beaucoup de personnes qui devraient de plus en plus s'impliquer pour des personnes qui ont un handicap et qui vraiment désirent travailler. C'est tellement beau de voir quelqu'un qui a un handicap, mais qui veut travailler plutôt que de s'arrêter à un coin de rue. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vais vous dire, il y a quelques semaines, il y a une dame dans une grande entreprise, une jeune dame malentendante qui a été recrutée au poste de stagiaire dans un service juridique. Et j'ai été très heureuse de voir que le stage se passe bien. Lorsqu'on visite les entreprises, j'espère que je visiterai des entreprises qui embauchent les personnes en situation de handicap avec vous. Vous verrez que ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Donc, il faut lever les appréhensions par rapport à cela parce que les entreprises ont quand même quelques doutes. Tout se passe bien en général et ce matin, je leur demande de nous contacter. Madame Adaï Biko, vous êtes à l'antenne en direct. Imaginez que vous êtes devant le ministre de la Famille, des autorités. Qu'est-ce que vous espérez, vous souhaitez pour le bien-être des personnes qui vivent avec un handicap? Ce sera votre mot de la fin. Pour le ministre de la Famille ou le ministre de la Protection sociale, je pense qu'ils ont déjà conscience du fait que les personnes en situation de handicap ont besoin d'actions concrètes pour leur insertion professionnelle et sociale. Mais je souhaite plutôt parler aux entreprises parce qu'aujourd'hui, ce que nous rencontrons, c'est une vraie méconnaissance du handicap. Ils ne peuvent pas, il ne suffit pas seulement de signer une charte sur la diversité. Il ne suffit pas de signer une charte sur la diversité. Il faut avoir des actions concrètes pour insérer les personnes en situation de handicap. Il faut mettre en place des procédures. Et nous sommes là pour les accompagner dans ce cadre-là. Dans le cadre de la formation et de l'insertion et de l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc, je demande aux entreprises de nous contacter, de nous écouter ce matin et de mener des actions concrètes. J'ai une bonne nouvelle pour vous parce qu'il y a une structure qui demande votre numéro de téléphone. On salue les gens qui nous regardent et on vous transmettra le numéro. J'espère que ça va vous faire plaisir, mais ne nous oubliez pas. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Je transmettais ça que vous me regardez, donc je vais transmettre le numéro, très cher. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bon courage pour la suite. Merci à vous. Voilà, vous avez vu, spécialement pour vous, on a dégringolé le conducteur pour dire que nous sommes avec vous. Merci. Dites merci donc à la rédactrice en chef qui s'est personnellement déplacée pour le cas. Merci beaucoup. C'est Matin Bonheur. Il est 7h07. On peut se permettre un petit écart dans la thématique pour la bonne cause. Et on va parler aujourd'hui, Nessie, de l'autisme, la prise en charge des autistes. Mais avant, vous le savez, le postulat. Et on commence la discussion avec nos différents invités. L'autisme, c'est une maladie qui constitue vraiment un grand handicap pour la croissance des enfants. Généralement, dans notre jargon, en Côte d'Ivoire, on appelle les enfants mongols. C'est une maladie, souvent de naissance, où il y a d'autres qui le contractent en grandissant. C'est-à-dire communément appelé mongol. L'autisme, loin d'être un trouble psychologique ou psychiatrique, est un trouble neurodéveloppemental qui affecte le fonctionnement du cerveau, les perceptions sensorielles et entraîne des difficultés de communication et d'interaction sociale. Ce trouble ne se guérit pas, mais les symptômes s'améliorent avec les interventions éducatives et l'âge. Une bonne prise en charge de ce trouble dépend essentiellement de la précocité de son dépistage. Les signes et symptômes qui nous permettent de reconnaître que nous sommes devant un cas d'autisme. Bon, pour moi, nous voyons le plus souvent des enfants qui n'ont pas tout à fait la maîtrise de leurs faits et gestes. On voit qu'il est un peu différent des autres enfants. Il a des malformations sur lui et puis il peut mettre au moins 2 minutes à répondre à une question. C'est un enfant qui a des difficultés de communiquer avec les autres. D'abord, c'est un trouble neurologique. Donc l'enfant a des difficultés de communiquer avec les autres, de s'épanouir avec les autres. Souvent difficile de reconnaître les premiers signes de l'autisme qui peuvent se déclarer lentement, de manière subtile au cours de la première année de vie. Quelques signaux peuvent alerter les parents, à savoir aucun babillage ou geste pour communiquer avant 1 an, aucun mot avant l'âge de 18 mois, aucune phrase de 2 mots de manière spontanée avant 2 ans, une perte soudaine de capacité de langage ou une désocialisation brutale. D'autres indices plus discrets peuvent également être évocateurs. Peu de sourires en réponse à ce qu'on lui fait. Pratiquement pas de réponse au prénom. Ces signes ne veulent pas dire que l'enfant est autiste. Simplement,
Ils doivent évoquer la nécessité de consulter un professionnel de santé qui saura détecter s'il s'agit bel et bien de l'autisme ou d'un autre problème pouvant se traduire par des symptômes similaires. Pour prendre en charge l'enfant, c'est d'abord l'encadrer psychologiquement, trouver une école adaptée à son éducation, pour pouvoir mieux l'insérer dans la vie active. On doit voir les ONG pour pouvoir s'occuper de ces enfants parce qu'ils sont comme les autres enfants. On ne doit pas les priver de ce qu'ils ont besoin. Peut-être qu'ils veulent vivre aussi comme les autres enfants. L'établissement d'un diagnostic le plus tôt possible favorisera une meilleure prise en charge, dont celle médicale, paramédicale et éducative, en plus de l'accompagnement pédagogique. Toutes conditions réunies, l'autiste pourra donc parvenir à mener une vie normale ou quasi normale, d'où développer aisément son talent en vue d'une inclusion professionnelle. Retour sur le plateau de ces matinales, nous avons le grand plaisir de recevoir des invités vraiment concernés, très impliqués pour que cela soit su et surtout qu'on ait des moyens de lutter, de faire plaisir à toutes ces personnes qui souffrent des affres de l'autisme. Nous sommes en compagnie de Madame la présidente de l'ONG Lueur d'Espoir, une ONG qui est très active dans la lutte contre l'autisme. Madame Nialake Folo-Touré, bonjour Madame bonjour. La présidente. Et nous avons Monsieur Fernand Yao-Konan qui est psychothérapeute. Bonjour monsieur, dame. Alors première question, bateau, on va dire ça comme ça. À part l'élément qu'on a vu, c'est quoi l'autisme concrètement? La répétition étant pédagogique. Oui. Alors l'autisme, c'est un trouble sévère précoce du développement d'un enfant qui est caractérisé par trois domaines de perturbation, c'est-à-dire les interactions sociales, la communication verbale et non verbale, et les troubles de comportement. Alors, dites-nous, Monsieur Konan, est-ce que l'autisme est héréditaire? Il existe dans la définition même de l'autisme des causes génétiques. Ce n'est pas encore très creusé. Il existe des causes neurologiques et puis des suspicions de causes environnementales, ça veut dire psychologiques. Donc c'est un tout. Il y a suspicion de gènes, effectivement, mais ça, ce n'est pas très creusé. C'est des suspicions, parce que vous trouvez ça sur 1 ou 2 enfants, mais après, ce n'est pas la chose qui est le plus en avant. Ce que l'on sait de façon beaucoup plus marquée, c'est par contre le trouble neurologique. D'accord. Alors, quand on parle d'autisme, on parle du trouble du spectre de l'autisme, on dit TSA, ou bien de troubles envahissants du développement, TED. Quelles sont les différences? Le TSA ou le TED, c'est en référence à des classifications. Au niveau international, au niveau de la santé, c'est les Américains qui font ça, les DSM, qui est une classification internationale de maladies. Donc la version 4 du DSM, c'est-à-dire elle date de 1993, c'est elle qui a introduit le concept de trouble envahissant du développement. Et depuis 2013, vous avez le DSM 5 qui lui parle plus de troubles du spectre. Bon, pour faire simple, disons qu'on parle de spectre pour dire que c'est un ensemble de signes qui s'organisent de façon exclusive pour chaque enfant. Ça veut dire que vous ne trouverez jamais 2 enfants qui soient sur le même spectre. Tous les symptômes dont elle a parlé vont s'organiser pour un enfant donné d'une façon particulière et puis pour un autre d'une autre façon. Donc c'est pour cela que maintenant on parle de spectre de l'autisme. Parlons d'ensemble de signes. Quels sont les signes qui peuvent alerter les parents? Alors, les signes qui peuvent alerter les parents, il y a la communication. On va voir chez un enfant qui avait commencé à parler et puis un coup, il y a une régression de langage. Et quand on va appeler l'enfant, il ne va pas répondre par son nom, il ne vous regarde pas même, il n'y a pas un contact visuel. Il ne vous regarde pas, il est dans son coin, il est intéressé par... Il a un intérêt bien précis et restreint. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui l'intéresse, à part ça, rien d'autre ne l'intéresse. Et il va avoir des stéréotypies gestuelles, c'est-à-dire il va faire des comportements, il va avoir le signe de miroir, il va faire des gestes qui ne correspondent pas à un enfant de son âge. Et le développement va être plus ou moins en retrait par rapport à un enfant de son âge. Alors, quelles sont les causes de l'autisme? J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Vous avez des causes neurologiques, c'est ce qui est le plus mis en avant. Par exemple, les gens postulent qu'on a comme des
une hyperconnectivité neuronale. Ça veut dire que les neurones sont tellement connectés que... Neurones, tout ça, expliquez-nous ça. Les neurones, si vous voulez, c'est comme le cerveau, vous prenez comme un grand circuit électrique. Les neurones, c'est les fils électriques qui sont connectés entre eux au niveau du cerveau. Et ce sont ces neurones-là qui vous permettent par leur terminaison de sentir, de voir. Donc, tous les sens que vous avez sont les terminaisons, sont reliés à des neurones qui envoient les informations au cerveau. Donc, chez ces enfants, l'on postule qu'il puisse exister une hyperconnectivité neuronale. C'est-à-dire que ces neurones sont tellement connectés que l'enfant devient hypersensible, de sorte qu'on soit assis ici et qu'il y a une horloge au mur qui fait tic-tac, tic-tac. Vous ne percevez pas, mais lui, il capte cela. Ou alors une hypersensibilité olfactive. Les gens viennent et vous flairent comme cela, ils sentent l'odeur et tout cela. Donc, il y a ce pan-là. Et puis, un autre pan postule qu'il y ait une hypoconnectivité, c'est-à-dire carrément l'opposé. Chez ces enfants, on dit qu'ils sont hyposensibles. Pour qu'ils sentent, il va falloir le toucher. Donc, quand j'entends des gens dire que les autistes ils sont dans leur coin, il y en a qui sont dans leur coin, effectivement, mais il y en a d'autres qui vont rechercher le contact, vont vous triturer les coudes, parce qu'il a besoin de ce contact-là. Donc, hyposensibilité tactile. Donc, pour tous les sens que vous avez, que ce soit la vue, le toucher ou autre, vous avez le pôle hypersensibilité, le pôle hyposensibilité. Donc, chaque enfant a un spectre vraiment particulier. Et ce sont des signes qui peuvent être liés à d'autres maladies. Mais comment dire que ces signes-là sont liés à l'autisme? Est-ce qu'il y a des examens particuliers à faire? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut dire que effectivement cet enfant-là est atteint d'autisme? C'est-à-dire comment on le diagnostique, au fait? Oui, c'est pour baliser tout cela que dans le système sanitaire en Côte d'Ivoire ici, pour poser le diagnostic de l'autisme, il faut un médecin pédopsychiatre. Ça veut dire, moi, psychologue, je peux faire un test, je peux faire des évaluations, je donne les résultats au médecin qui, lui, au vu de tout ce que je lui propose, pose un diagnostic. Même si moi, je vois et que je suspecte, je ne suis pas habilité à poser ce diagnostic parce que le médecin, il est formé pour. Donc, on fait ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. On procède par élimination. C'est comme quand vous allez voir un médecin, vous avez des maux de tête et autres, on vous fait un premier examen pour voir si ce n'est pas telle maladie. Après, si c'est négatif, on fait un autre examen. Ça veut dire qu'on procède par élimination. Donc, le diagnostic de l'autisme, pour certains enfants, il est plutôt aisé, mais pour d'autres, quand c'est sous-jacent ou bien que c'est mêlé à une autre pathologie, une autre difficulté, c'est vraiment le domaine du médecin qui, lui, est vraiment outillé pour savoir que faire la part des choses entre la part qui est due à l'autisme et les autres difficultés. Et les parents ne sachant pas forcément de quoi souffrent leurs enfants. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose à la suite de ce qu'il vient de dire. Effectivement, le diagnostic n'est pas sanguin. Il n'y a pas d'analyse au niveau du sang, mais c'est basé sur des évaluations, sur des tests où on évalue l'enfant, on travaille avec l'enfant et en fonction de ça, il y a des codifications qu'on donne à l'enfant. Et ce sont ces codifications-là qui vont nous donner un nombre qui va nous permettre de savoir le niveau de sévérité que l'autisme que l'enfant présente. Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau 3 qui est l'autisme sévère, il y a le niveau 2 qui est l'autisme moyen, et puis il y a le niveau 1 qui est l'autisme léger. Donc, il faut vraiment, comme il a dit, il faut avoir l'outil. Malheureusement, beaucoup de professionnels de la santé ne sont pas outillés et il n'y a pas assez de pédopsychiatres. Moi, c'est vrai que je suis présidente de l'ONG Une lueur d'espoir. Je suis aussi sage-femme diplômée d'État, spécialiste en psychiatrie. Je travaille dans une structure étatique où on pose le diagnostic. Malheureusement, la prise en charge n'est pas effective parce que c'est la seule structure étatique. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, docteur, à quel âge on peut diagnostiquer l'autisme? On peut commencer, déjà maintenant, il y a des tests à partir de 3-4 mois, mais ce n'est pas un diagnostic déjà. Il y a suspicion, à partir de 4 mois, il y a des signes qu'on détecte.
Et puis, quand on a fini de voir l'enfant, on donne un rendez-vous aux parents. Ça veut dire vous revenez dans X mois et puis on va voir si ce que nous avons suspecté là se confirme ou non. De sorte que le processus mène jusqu'à 1 an. Au bout d'1 an déjà, on peut avoir un diagnostic. Par le passé, il fallait attendre jusqu'à 3 ans parce que dans l'autisme, il y a les troubles dits non spécifiques. Puis il y a une variabilité aussi de l'expression de ce trouble, une grande variabilité. C'est pour cela qu'il y a les troubles non spécifiques dont je vous parle. Donc, quand on a fini de dire que l'autisme, c'est tel signe, tel signe, tel signe, vous avez un enfant, c'est pour ça que maintenant on parle de spectre. Vous avez un enfant qui a amorcé le développement normalement et puis arrivé à un certain moment, tout a dégringolé. On parle de syndrome de Rett ou bien de troubles désintégratifs et tout cela. Donc, toutes ces variantes font que il faut vraiment être très prudent dans le diagnostic qu'on peut poser ou bien dans les hypothèses même qu'on émet. Mais quand on a ouvert, par exemple, un dossier à un enfant, déjà à l'âge de 4 mois, et qu'on a fait un suivi régulier, les parents venant au rendez-vous, au bout d'une année de suivi, on peut valablement dire, la plupart du temps, de quoi est-ce qu'il s'agit, et puis commencer une prise en charge. Alors, le système éducatif ivoirien n'est pas adapté aux autistes. Comment ils arrivent à se former? Alors là, c'est la grande question. Parce que ils ont besoin d'une pédagogie spéciale. Parce qu'ils ne peuvent pas suivre le rythme des autres enfants. Comme il a si bien dit, chaque enfant est un cas particulier. Donc, il faut faire un projet éducatif individualisé à l'enfant. Évidemment, après avoir fait l'évaluation, on connaît la réactivité de l'enfant et on sait comment est-ce qu'il réagit. On connaît son intérêt restreint, justement. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir rentrer en lui et travailler avec lui. Mais sinon, aller à l'école normale, c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est vrai que ils vont le plus souvent avec des éducateurs spécialisés en classe, mais ce n'est pas adapté. C'est pas évident. C'est pas adapté parce que au moment où l'enseignant fait ses activités, lui, il n'est pas au même niveau que ceux qui suivent les cours. Et pourtant, ils sont remplis d'intelligence. Voilà. Oui, bon, on va parler d'une intelligence focalisée. Voilà, parce qu'ils ont un domaine, vraiment, ils sont bien focalisés, ils ont un domaine bien précis. Oui, vous voulez répondre? Je voudrais ajouter quelque chose. Je suis, moi, plutôt optimiste. Vous savez que dans le système scolaire ivoirien actuellement, on est dans ce qu'ils appellent l'approche centrée sur la personne. Ça veut dire qu'on sait que chacun de nos enfants est particulier et donc le maître ne doit pas brimer un parce qu'il fait un dessin ou bien parce que maintenant on sait que on peut on peut réussir sa vie entre griffes, même en étant dessinateur ou autre. Donc les bases sont là. Maintenant, c'est de la formation qu'il faut. C'est de la formation. L'autisme, l'enfant avec autisme a besoin pour aller en classe souvent d'un auxiliaire de vie scolaire, AVS. Mais le travail que nous faisons en termes de prise en charge a pour... Est-ce qu'on a des AVS en Côte d'Ivoire? Oui, il y en a, on en forme. Oui, on en forme, mais est-ce qu'on en a suffisamment sur toute l'étendue du territoire? Ils ne sont pas suffisants, mais c'est comme pour tout le reste, il n'y a pas suffisamment de pédopsychiatres, il n'y a pas suffisamment de psychologues, il n'y a pas suffisamment d'orthophonistes, mais on a les bases déjà. Je veux dire, en comparaison de certains pays de la sous-région, on a quand même des bases. Ça nous permet de dire, voici ce sur quoi on va travailler pour progresser. Donc, maintenant que le système éducatif est en train de s'orienter vers l'approche centrée sur la personne et que nous, dans la prise en charge, nous disons qu'il faut un projet éducatif individualisé, je pense que ce qu'il nous reste, c'est de former les enseignants, leur donner des rudiments, parce que souvent, ils sont dépassés. Quand l'enfant commence à faire une crise, d'après eux, on le met de côté, alors que quelqu'un qui s'y connaît, on change de perspective et puis la crise peut s'estomper. Après, vous avez d'autres qui sont vraiment... Justement, vous parlez de crise qui peut s'estomper. Est-ce qu'on peut guérir de l'autisme? Non. Non. Moi, l'élément a dit non, mais vous êtes des spécialistes sur place, on peut moi, profiter. Jusqu'à preuve de contraire, on est autiste. Pour le moment, on meurt autiste. Moi, j'en ai vu. Mais on améliore la qualité. Le docteur dit qu'il en a vu qui J'en ai vu qui ont guéri quand même. Voilà. Qui ont été guéris de l'autisme. Rand Kaufman, auteur américain et initiateur de la méthode qu'on appelle Sunrise Program, a été diagnostiqué autiste sévère.
Autiste sévère, hein? Oui. C'était pas un degré... Non, non, autiste moindre, sévère, il faisait plein de crises. Et aujourd'hui, il a écrit un ouvrage que vous pouvez trouver, qui est très intéressant. Il s'appelle Ron Kaufman. Il était autiste. Et aujourd'hui, il parcourt le monde entier à faire des formations. Parce que, je dis ça à mes jeunes collaborateurs souvent, si nous, on part sur la base... Là, vous parlez de guérison, là. Bien sûr, bien sûr. C'est un spécialiste, il parle de guérison, c'est qui Mais vous pouvez aller étayer ce que je suis en train de vous dire. Ron Kaufman. Ron Kaufman, voilà, vous pourrez aller voir cela. Et les exemples sont légion. Je vous parle de méthode SRP, Sunrise Program. Quand on travaille avec les enfants, si nous, on se fixe déjà une limite de dire voici jusqu'où on peut aller, on est en train d'enfermer les enfants. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas que à tous les parents qui viennent, on dit bon, on va guérir votre enfant. Non. J'en recevais un encore hier et je lui ai dit, papa, il faut qu'on évalue le petit. Quand on va évaluer, on sait d'où on part et puis quels sont les objectifs à mi-terme. Il y a des enfants qui sont avec nous qu'on a réussi à insérer dans le système scolaire normal. Il y a des enfants qui sont avec nous qu'on est en train de sortir parce que je pense qu'ils n'ont plus leur place. Toutes les activités chez nous qu'on a eu à mener, ils arrivent à les réussir. Et je vais terminer sur ça. Il va rester le volet socialisation. Comme pour vous et moi, il y a des moments où on a envie de se mettre en retrait, on n'a pas envie de... donc le degré zéro de l'autisme, je ne le crois pas parce que en chacun d'entre nous, il y a des fois où on a envie de se retirer, on n'a pas envie de parler avec des gens. Il y a quand vous êtes à une réunion qui ne vous botte pas trop, vous balancez les pieds. Chez les personnes avec autisme, quand ils vont commencer, ils ne vont pas s'arrêter dans le cadre précis. Mais il y a beaucoup d'espoir maintenant et la recherche est encore en cours. Je pense qu'il y a de bonnes perspectives. Oui, alors moi je voulais ajouter à sa suite que quand je dis il y a des autistes Asperger, des autistes de haut niveau. Eux, c'est des autistes qui parlent, qui sont vraiment qui ont été vraiment bien encadrés. Mais quand on prend au niveau de notre pays, au niveau de notre pays, c'est pas, les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas réunies. Donc, ce qu'ils disent, il y a des perspectives. Mais quand le parent vient vers vous avec un enfant qui a déjà 6-7 ans, vous voyez déjà, c'est qu'il y a plein de choses qu'il faut faire d'abord avant de rentrer, avant d'entamer quoi que ce soit. Vous avez un enfant qui n'est pas autonome, vous avez un enfant qui ne sait rien faire. Il faut lui apprendre, il faut créer l'autonomie, il faut créer les habilités sociales. Mais malheureusement, c'est la réalité, les parents ne viennent pas tôt. Mais justement, vous êtes président de l'ONG Lueur d'Espoir. Moi, j'ai souvenance de cette campagne présidentielle en France où il y a un candidat qui s'est permis de dire au journal télévisé « Je ne suis pas autiste, je ne suis pas autiste » parce qu'on l'accusait de certaines choses. Et là, nous sommes en France, d'un pays normalement, on va dire, un peu plus développé dans la recherche, tout ça. Donc j'imagine en Côte d'Ivoire, le niveau, est-ce que vous n'êtes pas confronté parfois à des murs quand vous êtes en train de démarcher pour la sensibilisation? Ah oui, si. Ah oui, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Parce qu'il faut dire que l'autisme est méconnu, même dans le milieu professionnel. On se dit que ce sont des enfants sorciers, voilà. Des enfants à part. Justement, parce que pour faire une bonne prise en charge, il faut d'abord faire la prise en charge des parents parce qu'ils sont dans le déni. Ça, c'est bien dit, ça, la prise en charge des parents. Oui, il faut faire la prise en charge des parents parce qu'ils sont dans le déni. Parce que quand vous commencez une prise en charge et que le parent, vous n'êtes pas au même niveau avec les parents, il va avoir un problème. C'est pourquoi il faut toujours faire l'évaluation, il faut faire l'état des lieux de l'enfant. Et ensemble, on sait où on part et on sait où on va arriver. Parce que quand vous travaillez, vous créez un contact visuel, un enfant qui ne vous regarde pas, et que vous arrivez à créer ce contact, pour nous, c'est gagné. Mais le parent va trouver que c'est peu. Le parent veut un miracle. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut aller au rythme de l'enfant. Il faut comprendre l'enfant, comme il a si bien dit, quand l'enfant fait des crises. Il faut savoir comment le canaliser, qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne faut pas le mettre à part, il faut le prendre à part entière. Oui, il faut le prendre à part entière, il ne faut pas le délaisser, il ne faut pas le mettre quelque part. Mais malheureusement, ici, c'est ce qu'on rencontre. Vous voyez qu'il y a des parents qui vont aller d'abord, vont écouter l'entourage, ils vont parler de... Ils vont aller, voilà, les esprits maléfiques,
vraiment, c'est un problème. Mais moi, je pense que la prise en charge commence par les parents d'abord. Il faut faire la prise en charge des parents. Dès qu'ils acceptent. Merci beaucoup, Madame Kiefolo. Merci pour ce que vous faites et puis nos amitiés à votre époux, voilà, qui est un grand homme de télévision qu'on salue avec beaucoup de respect. Merci beaucoup à vous, docteur, et puis bon courage sur le terrain. Et puis, voilà, en quelques secondes seulement pour terminer. Oui, je voulais lancer un appel pour dire que le mois d'avril, avril, c'est le mois de l'autisme. Alors, nous avons des activités et le 7, nous invitons tout le monde au lycée classique pour faire du sport et faire de la sensibilisation. Merci. Donc, tout le monde le 7 au lycée classique. Merci beaucoup, Matin Bonheur. Nous défendons toutes les causes tant que cela contribue à l'épanouissement d'une nation et de toutes les familles. Allez, bonne journée. On se retrouve demain avec le même plaisir. Merci.